Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box et vous nous retrouvez dans la foulée chaque soir en rattrapage, soit en replay vidéo sur notre plateforme bismart.fr, soit en podcast audio sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, il y a un nouveau shérif en ville et il s'appelle Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, est donc entré en scène hier en président son premier FOMC, en tenant sa première conférence de presse. Autant dire qu'il a tout de suite imposé sa nouvelle méthode en matière de communication notamment, ce qui était à peu près l'intérêt et le seul intérêt de cette conf de presse d'hier de Kevin Warsh, puisque l'objectif désormais sera d'en dire le moins possible et d'éviter de donner son avis ou son opinion sur l'équilibre économique américain. Évidemment, la forward guidance a été abandonnée et il n'y aura plus de guidage des anticipations de marché de la part de Kevin Warsh et des banquiers centraux américains qui ont pris cette décision à l'unanimité, il faut le rappeler, selon Kevin Warsh, sur la décision de politique monétaire. Pas de surprise, là aussi, Kevin Warsh a réussi à rassembler le consensus au sein du FOMC, un FOMC qui était particulièrement divisé depuis plusieurs mois maintenant. Le vote du statu quo a été unanime à 12 membres au sein du FOMC. Nous reviendrons évidemment largement sur cette entrée en scène de Kevin Warsh et ce que ça peut impliquer, ce que le changement de méthode en matière de communication notamment peut impliquer pour les investisseurs et les marchés. L'autre grosse actualité évidemment, c'est ce deal entre l'Iran et les États-Unis qui a été signé, ce protocole d'accord qui permet au marché de poursuivre sur l'idée d'un soulagement avec des prix du pétrole qui continuent de baisser de l'ordre de 2 à 3%. On revient quasiment à quelques dollars près sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement du conflit le 27 février dernier, avec un baril de Brent aujourd'hui autour de 75-76 dollars. On était autour de 70 dollars le 27 février dernier sur le baril de pétrole de la mer du Nord. Alexis Mathieu vous donnera un peu plus de détails sur la séance en cours dans un instant. Discussion assurée avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons les enjeux de la démocratie actionnariale à travers la saison des assemblées générales annuelles d'actionnaires qui sont en train de se terminer. Nous en dresserons un premier bilan avec les équipes de BNP Paribas Asset Management. En intégrant AXA IM, on est à plus d'1,5 trillion d'euros d'actifs sous encours et ce sont plus de 5300 votes qui ont été produits par les équipes de BNP Paribas à l'occasion de cette saison d'assemblée générale. Le responsable de l'engagement et des politiques de vote de BNP PAM, Michael Herskovich, sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Alexis Mathieu est avec nous ce soir pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Il y a donc un nouveau shérif en ville, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine est venu avec une nouvelle méthode. Hier, lors de sa première réunion, Kevin Warsh, donc le nouveau président effectivement de la Fed, montre une nouvelle manière de communiquer, plus fermée, et adopte un ton ferme face à l'inflation. Il s'engage à assurer la stabilité des prix. Les taux directeurs de la Banque centrale reste inchangé, mais ce n'est pas sûr que ça dure. Le marché anticipe désormais plus d'une hausse de taux cette année aux États-Unis. Côté britannique, la Banque d'Angleterre garde ses taux inchangés à 3,75% et en Suisse, la BNS maintient également son taux qui reste à 0%. Comment est-ce que les marchés ont réagi aux annonces et à la méthode proposée par Kevin Warsh? Quelles ont été les réactions, notamment sur le plan boursier aux États-Unis, Alexis? Bien, les trois grands indices américains ont tous perdu plus de 1% hier soir, malgré un record inscrit en séance pour le Dow Jones. Et les rendements obligataires ont remonté particulièrement les taux courts, avec un taux à 2 ans américain proche de 4,2%. En conséquence, les places européennes sont freinées ce jeudi et le CAC 40 à Paris est stable autour de 8450 points. À l'ouverture de Wall Street cet après-midi, les indices actions ont corrigé une partie de la baisse d'hier avec une hausse entre 0,5 et 1%. L'autre grande partie de l'actualité est évidemment géopolitique, Alexis, avec une décision
décision et une signature qui a des conséquences, notamment pour les cours du pétrole. Alors oui, cette nuit, les présidents américains et iraniens ont chacun signé le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz. Et dans le cadre de futures négociations, il devra diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales. Ce qui fait reculer le Brent de plus de 2%, encore sous les $78 le baril. Un mot des valeurs spécifiques et les investisseurs ont pu profiter, ceux qui sont actionnaires, de l'envolée du cours de bourse d'Edenred aujourd'hui. Le titre grimpe de 14%. Le groupe a confirmé avoir été approché par des fonds d'investissement. Les rumeurs de marché évoquent notamment l'intérêt du fonds britannique BC Partners. L'entreprise signe ce matin la meilleure performance du SBF 120. Dans son sillage, l'entreprise de Kers Restaurant responsable Pluxee prend plus de 6,5%. Et puis au sein du CAC 40, on retiendra aujourd'hui la baisse assez marquée, appuyée du titre Carrefour. Sous pression, après une note défavorable de JP Morgan, le groupe de grande distribution voit son titre reculer de plus de 6%. L'analyste anticipe des résultats semestriels inférieurs aux attentes et maintient sa recommandation à sous-pondérer. L'Espagne reste un point fort pour l'entreprise, mais les performances dans le reste de l'Europe et au Brésil inquiètent. Quel sera le programme demain, l'agenda sur les marchés, Alexis ? Les résultats des ventes au détail du Royaume-Uni sont attendus pour le mois de mai, ainsi que l'inflation japonaise pour le mois de mai également. À noter que Wall Street restera fermé demain pour la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Merci beaucoup Alexis. Alexis Mathieu qui nous accompagnait ce soir pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est à nos côtés, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Zakaria Darwish qui nous accompagne également. Zakaria, vous êtes responsable des solutions multi-actives de CPR Asset Management. Et François Rimeux, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management, est également en notre compagnie. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Bon, le nouveau shérif en ville donc s'appelle Kevin Warsh et propose une méthode alors qui rappelle pour ceux qui étaient déjà sur les marchés, je n'étais pas encore observateur assidu des marchés et de la communication des banques centrales, mais qui nous ramène visiblement à quelque chose qu'on a pu connaître dans les années 90, sous l'ère Greenspan notamment, François. Moins de communication, moins de forward guidance, et puis moins d'informations de nos marchés, tout bêtement. Donc il va falloir que les marchés se cherchent un peu plus, et ça peut nous amener un peu plus de volatilité, un peu plus d'incertitude. Maintenant, est-ce que ça révolutionne complètement la façon dont les marchés vont évoluer ? Je ne suis pas sûr non plus que ce soit une si grande révolution que ça. Maintenant, le style change. On a effectivement une nouvelle personne, une nouvelle façon de communiquer. Très sûr de lui. Certains disent un poil arrogant peut-être. Alors, à sa défense, il connaît le job. Il a été gouverneur, on le rappelle, plus jeune gouverneur 2006-2011. Il a le CV, hein. Il n'y a pas de, il a pas de sujet. Presque une forme d'hybridation un peu à la fois. Alors, c'est pas un chercheur, il n'est pas académique au sens strict du terme, mais il a quand même publié. Il a eu un rôle en et 2008, il a eu un rôle financier absolument. d'importance auprès de banques, au sein de banques de Wall Street. Donc, il a un peu cette double casquette. On va dire. Il est crédible et, et il le sait. Ça se ressent. Il s'en cache pas. Après, c'est un autre style. Powell était beaucoup plus introverti, beaucoup plus calme. Là, on va avoir un autre style. Ouais. Voilà, ça va être intéressant. Et le monde sans forward guidance, le monde tel qu'il est aujourd'hui en 2026, je ne parle pas du monde de 87 à 2006 qui a accompagné. Ouais, ça change pas grand-chose. En fait, les forward guidance, elles sont mortes en 2022 sur le choc inflationniste. Et les banquiers centraux ont bien vu que s'engager sur leur politique monétaire à 6 ou 9 mois, c'était trop compliqué. Et donc, ils les ont toutes droppées les uns à la suite des autres. Et donc, finalement, on est en train d'entériner ça jusqu'à ce que dans 3, 5, 10 ans, peut-être qu'on revienne sur autre chose parce que le monde a à nouveau changé. Mais là, ça ne change pas grand-chose, en fait. On est en train d'acter quelque chose qui était déjà de fait la fin des forward guidance. La BCE ne s'engage plus depuis longtemps, elle non plus. Ouais, bon, ils sont toujours un peu ambigus. Évidemment, le discours est toujours... les décisions sont meeting by meeting, data dependent. Dans les communiqués, alors là, le communiqué a été slashé, complètement refondu, reformaté, etc. Dans les communiqués, on laisse toujours traîner quand même quelques pistes qui permettent aux investisseurs de jouer un peu sur les anticipations futures.
vos premières réflexions quant à l'entrée en scène de Kevin Warsh, Zaccaria? Oui, je partage l'idée que le personnage a une certaine crédibilité. On peut en juger par la réaction des marchés. Alors là où je vais peut-être avoir une petite nuance, je pense que en fait, la forward guidance, quelque part, on s'est rendu compte, et même Powell l'a répété à plusieurs reprises, que ce n'est pas une projection future, ce n'est pas l'indicateur, on va dire, avancé le plus fiable de ce que va faire la Fed. Et pourtant, en fait, ça avait son rôle. Et en fait, en regardant la séance d'hier soir, c'est très intéressant ce qui s'est passé, c'est que les taux d'intérêt, on a vu que les taux d'intérêt courts ont monté de façon extrêmement importante. Et en fait, ils n'ont pas réagi à la déclaration de Warsh. Ils ont réagi à la sortie des dot plots. À la forward guidance. À la forward guidance. Donc en fait, aujourd'hui, la forward guidance, dans le setup d'aujourd'hui, la forward guidance a un impact important sur les marchés. Et en tant qu'investisseur, on regarde. Même si on a derrière la tête que voilà, c'est une forme de communication de la Fed, c'était peut-être une forme de communication de la Fed qui avait son utilité en tant qu'outil de politique monétaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de substitut pour l'instant. Les dots, d'ailleurs, j'ai pas, parce qu'il y a plein de comités qui sont missionnés pour rendre leurs conclusions. À chaque problème, à un comité, une force de travail. Oui. Mais que le président Kevin Warsh ne soumette pas ses points, c'est une chose, mais il en reste 11 autres. Et comme vous dites, le marché s'attache quand même encore à regarder ce que les 11 autres membres du comité projettent, même si ces projections, effectivement, sont peut-être un peu fragiles. Elles sont faites au papier-crayon, comme dit Kevin Warsh. Oui, et c'est très important ce qu'ils ont raconté hier. Ils racontent quand même une histoire qui peut être, somme toute, tous les points ont monté, là. Assez créatrice de volatilité, en fait, parce que en fait, il y a quelques meetings, on avait eu 2 dissidents et on avait dit que c'était historique, qu'il y ait 2 dissidents sur une décision de politique monétaire, de mouvement de taux. Là, en fait, les dots, ils sont en train de nous dire que demain, peut-être vous allez avoir en fait la moitié des gouverneurs qui vont voter dans un chemin, et l'autre moitié va voter dans le chemin inverse. Ça veut dire que quelque part, finalement, Warsh a quand même un boulot très compliqué de venir fédérer autour d'une vision commune. Et en fait, c'est peut-être, si on veut être mauvaise langue, il a peut-être communiqué pas beaucoup hier aussi parce que le terrain est assez miné de ménager le fait de trouver une légitimité par rapport à un conseil de gouverneurs qui lui est plutôt hostile vis-à-vis de comment il est arrivé et par qui il a été nommé, et une administration qui dit, il y a un monsieur Trump qui dit oui, whatever, il peut faire ce qu'il veut, mais qui on sait peut avoir des excès de colère par rapport à une politique non accommodante. Oui, il a sans doute réduit au minimum le champ de la conversation au sein du comité pour s'assurer qu'il y ait une forme d'unanimité. Mais à partir du moment où la forward guidance est aussi dispersée, effectivement, je comprends qu'ils soient tous d'accord pour dire ça sert plus à rien, quoi. Oui. Et en tout cas, en fait, on se rend compte que là, pendant des années, on a vécu sur une forward guidance qui, quelque part, était la béquille aussi des marchés financiers quand ça allait mal. On avait le sorte de put psychologique de la Fed. Et en fait, ce qu'essaie d'instaurer en fait Kevin Warsh avec sa communication d'hier, c'est que il faut moins compter là-dessus, plus regarder les chiffres. Donc ça veut dire que quand vous allez avoir un chiffre d'inflation, un chiffre d'emploi, ça peut faire bouger les marchés beaucoup plus que ce qui a été par le passé, parce qu'il y a plus cette anticipation de une communication de la Fed qui vienne atténuer l'impact macro dans un sens ou dans l'autre. C'est très clair. Cette forward guidance a été instaurée justement pour limiter la volatilité induite éventuellement par la réserve fédérale américaine. Voilà, c'était un effet. L'objectif. Alors si je vais même plus loin encore dans l'argumentation de Kevin Warsh, il estime même qu'il redonne une forme d'efficacité au marché en leur permettant de se focaliser directement sur la donnée brute plutôt que de passer par le filtre de la Fed. C'est vrai que le jeu des marchés parfois a été de dire quelle va être l'interprétation que la Fed va faire d'un chiffre pour que moi-même je forme ma propre anticipation. Là, c'est à partir des données que le marché se fera son avis, et c'est un input que la Fed prendra forcément en considération, mais pas l'inverse. Disons que c'est au point d'ailleurs que parfois, quand les nouvelles étaient mauvaises, ça avait plutôt un impact positif sur les marchés, parce que comme elles sont mauvaises, la Fed va baisser ses taux, et du coup, maintenant, moi, l'impression que j'en ai, moi je suis moins macroéconomique, mais moi je retiens quand même qu'au début, l'idée c'est que Trump nomme un gars qui soit là pour baisser les taux. Bon, visiblement, le filtre du Sénat et les échéances électorales font que la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air indépendant.
et que même s'il a l'oreille de Trump, il reste assez classique finalement, assez fondamental par rapport à son parcours, même par rapport à ce qu'il a dit hier. On l'a trouvé plutôt faucon finalement. Donc son mantra, c'est We will deliver price stability. Voilà. Et ça, c'est ça écrit, reste, répété. C'est la phrase de conclusion du communiqué de en même temps, 3 paragraphes. Ouais. Bon, Ça reste la Bible de la Fed et de la BCE d'ailleurs. Alors il y a aussi l'emploi. C'est vrai qu'en ce moment, l'emploi, c'est un peu moins tendu qu'avant. Donc voilà. Et l'inflation est plus le sujet, évidemment. Mais moi, je vois plus une forme de continuité parce que finalement, c'est pas parce qu'il y a un nouveau président de la Fed que les taux vont baisser de manière irrationnelle, je dirais. Maintenant, l'absence de forward guidance, on peut dire que BCE comme Fed, s'étant un peu fait surprendre par l'inflation en 2023, le discours est toujours data dependent. 22, oui. Non, 23 parce qu'en fait, au début, ils y croyaient pas, donc ils ont mis du temps à réagir. Oui, ils montent les taux à partir de 22, oui. Ouais, même un peu plus, 22. Ils montent les taux en 22, avec mars retard, 22 en tout pour cas. la Fed, oui, avec un peu de retard. Et donc, on comprend qu'ils n'ont pas envie de laisser l'inflation repartir. Bon, là, avec la baisse du prix du pétrole, ça devrait aller mieux. Mais disons qu'on a des banques centrales en fait, qui naviguent un peu à vue quand même. Mais ce n'est pas très nouveau. Donc, en soi, je dirais c'est plus une forme de continuité, donc pas d'inquiétude particulière à ce niveau. La manière dont il réaffirme quand même l'objectif des 2%, dont il explique que ça fait 5 ans que la Fed est en échec sur son objectif et que ça ne continuera pas, est-ce qu'il faut comprendre qu'on a là un leadership qui va prendre plus au sérieux peut-être le retour à l'objectif de l'inflation de 2% en moyenne Je serais tenté de dire pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc là, on est dans la, de la com. La dialectique. On est dans de la com. Pour lui, c'est nouveau. Il sait qu'il est, entre guillemets, perçu comme un peu un arriviste à ce poste-là et certaines personnes qui ne veulent pas vraiment de lui. Il est obligé d'affirmer sa position et il est obligé d'affirmer que, contrairement à ce qui a été dit avant son arrivée, son objectif est très ancré et le 2% d'inflation est son objectif et on va y arriver. Et ça fait 5 ans que ce n'est pas le cas, mais c'est quand même un scandale, on va y arriver mieux que ça. C'est une posture. D'accord. C'est une posture. Si la Fed n'a pas réussi à faire son 2% d'inflation, c'est bien parce qu'elle est toujours en train de jongler entre ces deux objectifs, la croissance d'un côté et l'inflation de l'autre, les risques à terme. Le 2% d'inflation, c'est un 2% en moyenne. On a eu des différents débats sur est-ce qu'il faut avoir un objectif d'inflation en moyenne ou pas. Donc bref, tout ça, c'est un truc qui est quand même très ancré déjà à la Fed. Et il arrive, il veut ancrer sa crédibilité, il répète ça parce que... il sait qu'il n'a pas beaucoup de crédibilité, et donc il l'ancre. Mais ça ne va rien changer demain. Au contraire, je pense qu'il est C'est pas quand une même... Fed structurellement plus haut quiche. Mais non, il n'est pas nommé pour ça. Il est nommé par Trump. Il est nommé pour avoir une politique monétaire accommodante. Il se retrouve nommé au pire moment. L'inflation est en train de remonter, l'emploi n'est plus un problème, le taux de chômage ne monte pas. Il n'y a aucune raison objective de baisser les taux. Donc il ne peut pas baisser les taux. Donc il va faire en sorte de les laisser stables. Et il va sans doute y arriver, parce que la baisse du pétrole l'aide beaucoup. Mais c'est une posture. C'est une posture. Ouais. Alain ? Pour éviter de les monter, justement, il faut aboyer très fort. Oui. Quitte à, justement pour ne pas savoir le faire. Oui. C'est toujours un peu la posture du banquier central. Mais à un moment, pour être crédible, il faut aussi peut-être pouvoir passer à l'acte. Non, en fait, vous ne voyez pas comme ça. Ailleurs, on aimerait bien qu'il les baisse. Comme il ne peut pas, il essaye de faire ce qu'il faut pour déjà ne pas voir les monter. Et puis après, on verra. Mais ça, souvent, je trouve que dans le discours des banquiers centraux, il y a peut-être plus ils y vont fort dans le côté hawkish, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas envie d'appuyer sur le détonateur. Oui, j'entends. Donc, revenir Zakaria, effectivement au point que la communication est un outil de politique monétaire et que du coup, c'est... Et donc, sans communication, comment il fait pour revenir à l'objectif ? Parce que c'est ça qu'on n'a pas très bien compris. Qu'il n'ait pas envie de donner d'indications trop précises sur quel sera le prochain mouvement de la Fed, je l'entends tout à fait. Visiblement, ce qui manque un peu quand même dans la conférence de presse d'hier, c'est s'il ne veut pas donner le prochain mouvement, au moins qu'il explique la manière dont la décision se prend et la fonction de réaction du comité. Et c'est là où on n'a pas encore de détails très précis. Et c'est là où il a été très fort en sortant son joker des 5 se cachant derrière les 5 task force, telle une entreprise en gestion de crise. voilà, on va mettre des task force et puis on va trouver les solutions. Il faut retravailler les données, il faut retravailler le bilan. Réfléchir à la manière dont on opère. Mais du coup, ça lui achète du temps. Ça lui achète du temps par rapport peut-être à des échéances électorales.
ça lui achète des temps par rapport à la baisse du prix du pétrole, ça lui achète des temps peut-être parce que l'inflation corps, le corps PCI, l'indicateur que regarde la Fed, c'est plutôt tiré par les services, et on a toujours cet espoir que ça se renormalise, donc ça lui achète aussi du temps pour garder finalement ce statu quo en attendant une conclusion d'une task force. Et donc, du coup, est-ce que Kevin Warsh et son comité, est-ce qu'ils peuvent éviter de monter les taux encore aujourd'hui, ou est-ce que ça semble de moins en moins possible ? Non, éviter de monter les taux. Non, je pense qu'ils peuvent garder un statu quo pendant un certain temps. D'accord. Effectivement, comme le citait François, il y a le sujet du pétrole. Donc le pétrole va baisser, ça va se traduire d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas beaucoup sur l'inflation corps, en tout cas sur l'inflation totale. Et du coup, tout ça achète du temps à la Fed. Et puis, sachant qu'on a en fait en toile de fond toujours le sujet du côté déflationniste ou inflationniste du choc de l'IA sur l'économie américaine. Il est beaucoup moins, il a été beaucoup moins direct sur l'analyse, parce qu'il y a eu des questions sur l'IA, et c'est vrai que lui, c'est son grand pari, ça va être un boom massif de productivité qui permettra effectivement de baisser les taux, d'avoir une croissance non inflationniste, etc. Là, quand on lui demande si c'est un choc de demande, un choc d'offre, etc., bon, il noie un peu plus le poisson. Il a été moins direct, j'ai trouvé, dans sa réponse par rapport au discours et à l'argumentaire qu'il soutenait jusqu'à présent. Oui, une nuance pour s'ouvrir au fait les différents champs. Voilà. Il doit fédérer autour de lui. Non, mais le sujet de l'IA reste quand même un sujet où il y a deux sens selon l'horizon de temps auquel on regarde. À court terme, ça demande des investissements massifs, du capex. Donc c'est indéniable que c'est inflationniste. Et après, oui, avec l'amélioration de la productivité, oui, peut-être qu'à long terme c'est déflationniste, mais en fait on peut faire cette différence peut-être sur l'horizon de prévision de l'impact de l'IA sur l'économie américaine. Quelle lecture là vous faites aujourd'hui justement des équilibres, de la force de l'économie américaine, sachant encore une fois que les indicateurs d'inflation avait déjà commencé à tourner un peu avant le début du conflit. Il y a la partie warflation, inflation énergétique, mais il y avait encore, et Powell ne cessait de le rappeler, le choc des tarifs qui n'était pas encore totalement encaissé pleinement, un marché du travail qui continue d'être quand même assez résilient, et donc même en enlevant les phénomènes un peu conjoncturels, on a toujours une partie dans les services qui est collante, quoi. Oui, alors il faut quand même replacer dans le contexte. Fin février, quand la guerre éclate, on a effectivement des bonnes nouvelles sur le marché du travail, qui est en train plutôt d'être plus costaud que prévu. On a effectivement une inflation de la service qui est un peu persistante, mais on a quand même 3 cuts de taux anticipés. On est 3 mois plus tard, le pétrole est quasiment revenu au même niveau. On a des swaps d'inflation, on les regarde à 2 ans, 5 ans, 2 ans, dans 2 ans, ce que vous voulez. On est quasiment au même niveau. Et on price plus d'une hausse. Donc on a quand même pricé 100 BP de hausse en plus, alors que le phénomène inflationniste, il est quasiment revenu là où il était. Alors on peut dire oui, mais c'est encore un choc d'offre, ça va désancrer les anticipations. Pour le moment, on ne le voit pas dans le marché. Donc sur la question des tarifs, Powell nous a déjà raconté plusieurs fois avant que finalement cette inflation-là, elle était plutôt derrière nous, et on le voit dans l'inflation sur les biens, c'est très soft, etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation plus dangereuse ou moins dangereuse sur les taux d'intérêt que là où on était fin février? On est plutôt mieux rémunéré. On price 100 BP de hausse de plus, et on a un contexte inflationniste qui est quasiment similaire. Maintenant, effectivement, on est rentré dans une ère depuis maintenant un certain nombre d'années où l'inflation, c'est un sujet pour plein de raisons. Les guerres, le côté géopolitique qui est très compliqué, les dépenses budgétaires qui sont systémiques de la part de tous les États. Dès qu'il y a un problème de croissance où on imprime de l'argent, évidemment, tout ça crée de l'inflation. Donc il y a plein de sujets de fond qui peuvent nous faire dire qu'effectivement l'inflation va rester un sujet à terme, mais conjoncturellement, on est plutôt mieux rémunéré aujourd'hui sur la partie obligataire qu'on l'était il y a 3 mois. Je comprends. Voilà. Le risque est mieux couvert, mieux rémunéré de ce point de vue-là. Sur la réaction de marché, il s'est montré crédible. Alors c'est vrai que si on regarde la crédibilité à l'aune de l'évolution du dollar, oui, le dollar a pris 1%, donc il y a une forme de crédibilité de ce point de vue-là. Le mouvement massif d'aplatissement de la courbe, quelle est la traduction de ce mouvement? Qu'est-ce que ça veut dire, Zaccaria? Ça traduit également, on va dire, en partie une crédibilité, de se dire, finalement, la Fed va... On reprend le contrôle sur cette partie longue de la courbe, là. En fait, on monte nos taux
parce que finalement, l'inflation devient un sujet. Si on regarde vraiment les chiffres et qu'on dépend que des données macroéconomiques, normalement, on l'a fait monter ses taux. Elle aurait pu monter ses taux hier. La règle lui aurait permis de le faire. Tout à fait. C'est pour ça que peut-être qu'on se dit, on est dans un exercice de com. Quand même. Voilà. Mais du coup, le marché commence à pricer, là, au pic hier, il priçait 2 hausses de taux à mars de l'année prochaine. Et donc, en fait, une montée de taux, ça vient d'une part impacter les anticipations d'inflation longue et aussi la croissance. Donc ça explique aussi c'est un élément positif. C'est un élément positif sur la signature américaine de se dire l'inflation est sous contrôle, la Fed fait le job et dans ce sens-là. Pour lui, c'est plutôt réussi. Est-ce que pour l'investisseur obligataire, est-ce que ça donne l'envie un peu plus d'aller prendre de la duration, d'aller chercher des points un peu plus loin dans les courbes de taux ? Oui, clairement. Sur la partie en fait, on peut voir 2 éléments différents. Le premier, c'est au fait justement sur cette partie courte de se dire on est mieux rémunéré effectivement qu'en février. Après, si finalement cette fonction de réaction sur laquelle il a communiqué hier n'est pas que de la posture et vraiment on est dans l'implémentation, on peut vraiment s'attendre à une partie courte qui peut souffrir un peu. Parce qu'on parle là de l'inflation, on parle d'une inflation qui surtout sur la partie service qui baisse pas trop, on a la Coupe du Monde en ce moment, il peut y avoir des effets de saisonnalité. Donc en fait, il y a tous ces éléments-là qui peuvent se factoriser dans les chiffres d'inflation dans les mois à venir, et à alimenter ce narratif, même si la Fed ne le fait pas. Alimenter le narratif comme quoi la Fed va monter de façon renforcer encore un peu ce mouvement agressif. Voilà, tout à fait. Sur la partie longue, c'est plus rassurant dans le sens où, on se dit que les anticipations d'inflation, maintenant, ils sont contenus. Ils n'ont pas bougé pendant la crise, c'est-à-dire que la partie courte a bougé, l'inflation implicite des marchés, elle a bougé sur la partie courte naturellement avec le pétrole, mais elle n'a pas du tout bougé sur la partie longue. Donc c'est rassurant par rapport à ça. Les taux réels restent élevés. Les taux réels longs sur les États-Unis, ils sont autour de plus. Voilà, ils sont autour de 2,40, 2,50 par rapport à une valeur, on va dire, de croissance potentielle qui est à 1,9. Donc tous ces éléments-là sont plutôt rassurants pour l'investisseur obligataire aujourd'hui. François, sur la stratégie obligataire que ça peut impliquer. Oui, l'exercice est plutôt réussi, il est plutôt crédible, et le pricing actuel nous donne plus envie d'avoir un peu de risque obligataire américain qu'il y a 2 à 3 mois avant la crise. On sentait bien qu'il y avait un mouvement entre guillemets de hawkishness des banques centrales qui était en train de se mettre en place. Il est fait, c'est passé, on est plutôt mieux rémunéré. Oui, donc finalement, il arrive plutôt dans une position confortable. L'inflation, le pic de l'inflation de la guerre est peut-être derrière nous. Le réglage est bien hawkish, donc peut-être que maintenant on va avoir des bonnes surprises. Après, il y a un gros sujet, c'est le sujet de l'IA et des investissements quand même, qui devient un sujet macro. En fait. Et c'est un peu l'éléphant. On va en parler. Alors, sur l'inflation, la baisse des prix de l'énergie devrait calmer un peu les choses. Il y a quand même peut-être deux observations. Le premier, c'est que sur tout ce qui concerne l'inflation alimentaire, les pénuries d'engrais, etc., c'est le genre de choses qui vont avoir un impact dans quelques trimestres. En fait. Donc il y a un effet différé aussi dans la chimie. C'est beaucoup revenu les prix des engrais. Ça avait énormément monté et c'est revenu. Mais les semis dans les mystères ceux qui les ont pas utilisés dans les. Ce que je veux dire, c'est que ce qui sortira des champs dans 6 mois, 9 mois. Ceux qui n'ont pas été utilisés dans les. Mais si tu te Non, mais ça va pas durer. Oui, j'entends. Mais la food inflation des engrais non utilisés depuis 2 mois, ça va se sentir. Même si certains disaient quand même que pour la saison de plantation actuelle, il y avait déjà pas mal de stocks qui avaient été faits. D'accord. Maintenant, c'est sur l'IA. On voit bien évidemment qu'il y a une hausse des capex qui est considérable, mais quelque part, quand je commence à voir en bottom-up les révisions à la hausse d'estimation d'un certain nombre de sociétés, quand on voit par exemple que la hausse des ventes de semi-conducteurs pour cette année, on était plutôt à plus 20 l'année d'avant, on serait à plus 85%. Je commence à m'interroger dans les 85 quelle est la part du prix, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, et quand on voit les révisions à la hausse de certaines sociétés... Pour moi, c'est massivement tiré par l'inflation aujourd'hui, à volume par la égal, hausse des prix. Par exemple, Bézi, qui vient de remonter de 10 points pratiquement ses attentes pour les prochains trimestres. Il y a clairement de l'inflation là-dedans. Donc, quelque part, oui, il y a une demande explosive, mais comme il y a des goulots d'étranglement, ça se traduit aussi par un choc de demande, finalement, qui, au niveau macro, se traduit par plus d'investissement pour tous ces gens-là, avec derrière la question de savoir, ils claquent beaucoup parce qu'il faut être présent, mais est-ce que les retours seront à la hauteur des attentes, C'est un peu comme sur SpaceX.
les fusées, l'espace peut-être, mais l'IA, parce qu'ils veulent aller très fort dans l'IA, Goldman ou Morgan Stanley disent qu'ils feront peut-être, ils pourraient faire 200 à 300 milliards de dollars dans l'IA en 2030. Moi, je dis pourquoi pas, mais avec quel capex Parce que, ils sont en retard, et deux, les capex sont de plus en plus coûteux pour le même résultat. Ouais. Donc, je me demande dans quelle mesure... On n'est pas en train de construire plus de puissance de calcul, c'est simplement qu'on la paye plus cher. Enfin, il y en a plus... Oui, il y a une vraie demande, mais quelque part, il faudrait commencer à s'interroger dans la hausse des volumes, dans la hausse des... quelle est montant, quelle est la part prix-volume. Et ça fragilise les thèses d'investissement sur ces boîtes d'ail. Déjà, au niveau global, c'est de l'inflation qui quand même mesure. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, comme c'est très B2B, dans quelle mesure c'est reflété dans les chiffres d'inflation, mais en tout cas, c'est inflationniste. Vous regardez les prix à l'importation aux États-Unis, les prix à la production. Dans les prix des PC, par exemple, je voyais les prix des mémoires. Ce matin, le déflateur hardware, donc le prix de l'informatique aux États-Unis a baissé de 30% entre 2007 et 2017. Moins 30% en 10 ans. Depuis 2017, c'est en train de tourner. Et alors, pour les trucs qui sont moins privilégiés, parce que tout va à l'IA, c'est-à-dire que vous avez un PC ou, à la limite, ils sont plus livrés en plus, ou en mémoire, ça attend, ou alors il faut payer très très cher pour avoir des mémoires bas de gamme, parce que les constructeurs préfèrent privilégier forcément les clients IA. Donc, ça veut dire quand même de l'inflation sur tous ces produits-là, peut-être un tassement de la demande. Et derrière, aussi, quand on voit aussi quelque chose comme... même SpaceX, globalement, il y a quand même 1 trillion de valeur. Si jamais tous les employés commencent à vendre leurs actions entre 2 et 6 mois, c'est 500 milliards de dollars qui peuvent être réinjectés. Alors, je ne sais dans quoi, mais ça peut être inflationniste aussi, parce que... là, on a créé, 4 000, 5 000 millionnaires ou multimillionnaires comme ça. Là, on est une opération. Un effet de richesse monstrueux. On va voir ça donne, mais il y a des facteurs quand même autres que les prix de l'énergie dans le maintien d'une certaine inflation, notamment aux États-Unis. Ouais. Bon, l'IA, thème macro. Évidemment, à terme, c'est un choc d'offre positif. Mais pour l'instant, on a quand même l'impression que ça tire les prix à la hausse. François. Oui, ça tire les prix à la hausse. C'est une énorme demande. Et une énorme demande, c'est de la croissance. Il y a l'IA, c'est 1% de croissance à peu près aux États-Unis sur les 2 plus qu'on a fait sur les 12 derniers mois. Donc c'est très très important. Et sans ce vecteur-là d'investissement, on aurait une croissance moins forte, on aurait une demande moins forte, on aurait un effet richesse moins fort, on aurait une consommation moins forte, etc. Les États-Unis auraient la croissance de la zone euro, pour dire les choses. Peut-être pas à ce point-là non plus, quand même, mais pas si loin. Pas si loin, je crois, trimestre sur trimestre, pas si loin. Stricto sensu, à un secteur équivalent dans la hall d'économie, c'est pas... c'est pas très... Aux US, il y a une conso qui est un peu meilleure quand même, parce que tout ça irrigue, mais au final, c'est pas très différent. Non, effectivement, quand on regarde les indices et la composition, d'où est-ce que ça monte, comment ça monte, c'est qu'une sorte de pondération sectorielle, finalement, plutôt que différence secteur par secteur. Donc, effectivement. Donc, c'est un sujet macro aujourd'hui. Si on a, à un moment donné, des déboires et des agréments sur le côté somme des investissements parce que le retour sur investissement n'est pas suffisant, parce que ça coûte trop cher, in fine, on va avoir un vrai sujet de croissance, en fait. Et on va avoir ça pose aujourd'hui un sujet macro. Et on voit bien que le sujet devient un sujet politique. Ça va devenir de plus en plus ça. Quand ils interdisent à Anthropic d'aller vendre leur modèle à l'étranger, ça devient un sujet politique. Et je vous passe les moratoires parce qu'on ne veut pas construire, on ne veut pas que l'électricité de l'État soit aspirée par les data centers, etc. Donc la bataille des mid-terms, ça va être aussi une bataille autour de l'IA entre les pros et les anti, entre les démocrates et les républicains. Et quand on interdit à Anthropic de vendre ses modèles à l'étranger, ça veut dire aussi que le retour sur investissement des investissements d'Anthropic, comment est-ce qu'ils monétisent, se fera sans l'Europe. C'est compliqué. Sans l'Europe, sans la Chine, sans tout le monde. Donc ça pose quand même plein de questions sur... On est aujourd'hui dans une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une bulle, mais par certaines métriques, on n'en est quand même pas loin. Ce qui ne veut pas dire que la bulle va exploser demain. On a connu je ne sais combien de bulles depuis 50 ans. Si vous n'appelez pas ça une bulle, vous êtes le dernier à ne pas appeler ça une bulle. Voilà, pour le price to sell de SpaceX, c'est difficile à regarder. À rationaliser. Voilà, donc ça peut durer encore longtemps, mais effectivement, il y a des mécanismes qui font que tout ça est auto-imbriqué et voilà, et potentiellement... Et qu'est-ce qu'on va guetter pour... parce qu'en termes de gestion, évidemment, il faut être exposé à ce thème, mais c'est un thème inflammable, tout le monde en a conscience. Qu'est-ce qu'on guette comme marqueur? Une baisse de la croissance des CAPEX, ça Et puis la liquidité au sens large. Le financement, à mon avis. La liquidité au sens large. Typiquement, les trucs qu'il va falloir regarder, c'est les IPO de Anthropic et OpenAI. Parce que, quelque part, à la limite, Anthropic, même s'ils viennent de prendre un pain là, récemment avec le problème de non-exportabilité de tous les modèles, mais OpenAI semble quand même un peu plus fragile. Donc, par exemple, si l'IPO d'OpenAI se complique ou se passe pas comme prévu ou qu'il lève moins, comme tout le monde se mord la queue et que tout le monde se finance, eux, ils seront
moins de financement veut dire moins de capex, donc potentiellement annulation de Toute la commandes. chaîne derrière Et après, ça souffre. comme tout le monde bien se sûr, mord c'est la ce qu'il y queue. a. Ça ne veut pas dire qu'Anthropic ne va pas accélérer en face, hein, mais ça pourrait créer une sorte de... Oui, un petit peu de tension temporaire sans doute, mais ça pourrait y avoir une phase de repli parce que... les taux, du coup, alors. Non, mais enfin, si on a un bain sur l'IA et que ça devient tout de suite un sujet macro, ce sera l'occasion parfaite pour baisser les taux. Oui, vu Non, que ça, oui. L'IA, sujet Non. macro, et comment on gère ça, c'est la question permanente. Hein, mais Non, effectivement, comment on il faut- préserve un risk-reward confortable, quoi. Je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, justement, c'est l'accès au financement, comme le citait Alain. Et en fait, ça se passe du côté des IPO, bien entendu, des levées de capital. Ça se passe aussi sur le marché obligataire. Et on voit que sur le marché obligataire, enfin, il y a des jumbo deals, enfin, des émissions qui sont qui se comptent en milliards, enfin, en dizaines de milliards, Ouais, pour être vrai. Donc, Alphabet, Meta, Google, Oracle. Ils sont quasiment tous très bien passés. On sent que l'investisseur obligataire veut aussi faire partie de la fête Bien sûr. de la bulle tech, si j'ose l'appeler Elle comme ça. changer des utilities et des banques. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, à part Oracle, tous les gros, en fait, ils se financent à des primes de risque qui sont extrêmement Les faibles. ratios, sur des les gearing, les équilibres, dette fonds propres, tout ça reste quand même bien solide. Aujourd'hui, on fait face à des entreprises qui sont, si on fait la photo aujourd'hui, qui sont très cash riches. Oui, il y a des projections de capex qui sont énormes, mais la photo aujourd'hui, elle est belle et en fait, les earnings, la croissance des bénéfices, elle est énorme. Donc, en fait, au final, on va dire d'un point de vue purement financier, tout se passe bien de ce côté-là. Après, tout le monde n'est pas invité à la fête. Donc, quand on regarde certains segments du marché, c'est peut-être là où on regarde des choses, c'est la segmentation au sein de la sphère tech entre différents segments. On peut citer semi versus software, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Voilà. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans des portefeuilles équilibrés, actions, obligations, on a du risque IA des deux côtés. Alors, dans la partie obligataire, honnêtement, aujourd'hui, à part des noms très spécifiques, le risk-reward, il n'est pas super intéressant. Non, quand je dis du risque, c'est une explosion. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, donc c'est pas forcément il ne faut pas forcément aller jouer. Il y a beaucoup de banques qui ont privilégié le fait d'acheter des actions couvertes par des obligations. Honnêtement, quand on voit en fait la dynamique d'aujourd'hui, je suis pas sûr que en fait ça puisse complètement couvrir ce risque-là. Il faut plutôt en fait dans des portefeuilles équilibrés mettre une position action qui soit, compte tenu de la volatilité présente et à venir, des positions qui sont plus calibrées, mais qu'on peut porter sur la durée. Un mot, Alain, là, thème connexe à l'IA. On a une small cap, qui était quand même quasiment à 1 milliard de capis ces derniers jours, qui s'appelle 2CRSI sur le marché français, alors qui participe à l'infrastructure à haute valeur ajoutée dans les serveurs, si j'ai bien compris. Alain, chute quasiment cours de bourse divisé par 2 aujourd'hui, sur les attaques d'une société d'analyse qui a des positions vendeuses déclarées sur le titre CRSI, qui estime qu'un certain nombre de contrats, alors attendez, j'avais noté la phrase clé, voilà, Grizzly Research soupçonne que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSI reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité. Quand on écrit ça, qu'on est une société de recherche, évidemment, ça passe pas inaperçu. Oui, surtout quand on est short. Mais bon. Déclaré. Alors, en l'occurrence, c'est leur job, cette société, elle a fait une première introduction en bourse qui avait déjà été assez rock'n'roll. Puis après, ils ont complètement changé de business model il y a 2 ans. Donc maintenant, ils se sont spécialisés dans le refroidissement de serveurs. Ouais. Et donc, le gros du marché, ça consiste à acheter certaines puces NVIDIA et à les revendre à des second tier, des clients plutôt de deuxième rang, parce que les clients de premier rang, type Google et autres, ils ont leurs propres équipes qui font ça. Et donc ça se traduit depuis à peu près 18 mois par l'annonce de contrats assez pharaoniques, avec 200 millions par-ci, 400 millions par-là. Contrats qui, pour autant, sont extrêmement peu margés. Sont margés, on ne sait pas très bien de combien, entre 5 et 10%. Donc, ça crée un chiffre d'affaires qui, lui, devient très important. Ils sont passés de moins de 200 à probablement plus de 400 dans l'exercice qui termine à fin juin. Et le milliard semble envisagé pour l'année d'après. Le cours de bourse, ça fait x7 sur 12 mois. Le cours de bourse a beaucoup monté. Qui avait une dynamique top-line très forte, ça oui. En revanche, sur les marges, ils ne sont pas très clairs et on a l'impression qu'ils suivent les wagons, mais qu'il n'y a pas une valeur ajoutée considérable. Du coup, un de leurs arguments, c'est de dire, oui, on a d'autres produits un peu plus à valeur ajoutée qu'on cherche à caser. Nos vendeurs, on leur demande de vendre au moins 15% de ces trucs-là, parce que les gros trucs,
c'est bien, mais ça peut ne pas durer. Bon, cela mis à part, le marché a beaucoup acheté la croissance. Maintenant, il faut voir quelle est la rentabilité derrière. Et puis moi, j'avoue que le management a toujours été un peu below average. Alors, il se trouve que j'en avais un petit peu dans mon fonds. Et puis là, ça a explosé. Une dimension, Et pour tout vous dire, au milliard de capilles. je les ai rencontrés il y a une semaine et j'ai trouvé que, sans aller à la fraude, mais j'ai trouvé que le management... Moins convaincant. Disons que j'ai toujours trouvé un peu border, voilà. Mais là, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de trucs où j'ai des réponses insatisfaisantes, où j'étais vraiment pas à l'aise avec... je trouvais que ça clochait un peu. On parle pas de fraude, mais j'ai trouvé que c'était un peu léger. Donc depuis une semaine, je m'allège, malheureusement. Je pensais avoir le temps de m'alléger, et puis là, le truc arrive au milieu. Donc j'ai pu alléger, mais j'aurais dû faire plus. Gros rappel à l'ordre. Donc difficile d'aller les défendre sur la base de ce qui est attaqué ce matin. Bien entendu, il va falloir qu'ils se défendent. Il faut se rappeler que ces organismes, ils prennent des choses qui sont vraies, mais ils en tirent parfois des conclusions qui sont erronées. Ils avaient fait une attaque sur Accor qui s'est avérée... Grizzly Research, qui était visiblement qui n'a pas abouti. Là, moi, j'ai lu le truc, en effet. Disons que c'est une société qui, quand vous annoncez des contrats pharaoniques, mais très très peu margés, faut voir ce qu'on raconte. Et c'est vrai que le patron est un peu mytho, et donc il va falloir qu'il se défende. Donc voilà. À suivre. Mais en même temps, l'histoire est très concentrée sur le marché américain, alors qu'il ne représentait pas grand-chose chez eux, puis qui s'est mis à exploser effectivement à coup de contrats. Vous avez des contrats à 500 millions, mais si vous avez 5% de marge dessus, c'est là qu'il faut être raisonnable en termes de valorisation, de toute façon. Donc quand un titre a énormément monté comme ça sur 3 annonces, alors que ce soit vrai ou pas, il va falloir le démontrer, mais il y a une forme de vulnérabilité, encore plus quand le management est un petit peu... flottant. Voilà. Enfin, disons, prête le flanc à la critique, on va dire. Maintenant, le CRSI, c'est le crash du jour, effectivement, dans l'univers des small caps parisiennes. Il nous reste quelques minutes. François, c'est quoi le monde d'après la réouverture d'Ormuz pour les marchés, pour les investisseurs? Est-ce qu'on reprend les playbooks pré-war? Ou est-ce que non, le monde a changé entre-temps et une forme d'exceptionnalisme américain, d'ailleurs, est revenu sur le devant de la scène? Mais personne n'en sait rien. Non, mais il faut dire le nombre d'experts et de notes de synthèse qu'on a lues sur le marché du pétrole depuis 3 mois, où tout le monde est devenu pseudo-expert et où, un mois plus tard, on se rend compte que tout le monde a raconté n'importe quoi. On nous a dit le pétrole va à 140, 150, c'est le plus gros choc d'offres, etc. Mais il y a 10 jours, avant qu'on ait des rumeurs de MOU, on avait un pétrole qui valait 95. Et en fait, exprimé en euros, il était flat sur 2 ans. Il ne se passait pas grand-chose. Donc il y a énormément de choses opaques à ce marché-là qui sont compliquées à comprendre. On ne sait pas exactement combien transite par Hormuz. On ne sait pas exactement que le ship-to-ship combien c'est. On ne sait pas exactement ce qui se passe en Chine non plus, parce qu'en Chine, c'est compliqué. Ils ont réduit leurs importations, leur stock augmente, ils utilisent du solaire, l'hydroélectrique. Bon, c'est magnifique, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Bref, c'est très, très opaque. La réalité, c'est que manifestement, même sans la réouverture d'Ormuz, et parce que baisse de la demande, parce qu'utilisation des stocks, parce que la Chine, parce que réorientation, reroutage, etc., on retrouve un certain équilibre et le monde arrive à s'en sortir. Est-ce que on est moins dépendant à Hormuz que ce qu'on imaginait. Est-ce que c'est pérenne à horizon 6 mois s'il ne se passe rien? J'en sais rien. Mais la situation n'est pas catastrophique, même si ça ne réouvre pas demain. Maintenant, on est en train de presser quand même une réouverture à minima. On a fait quasiment tout le chemin inverse sur le pétrole. Ça, il faut pas se leurrer. Mais on n'ira pas à 130 ou 140. Et qu'est-ce que ça implique, encore une fois, dans des portefeuilles multi-actifs? Ça implique qu'on va revenir sans doute vers des valeurs qui ont beaucoup souffert depuis le début de cette crise. Donc on peut penser au cyclique, on peut penser aux banques, on peut penser aux secteurs qui en général souffrent de la hausse des taux, type immobilier, utility, ce genre de choses. J'ai pas trouvé ça si visible que ça depuis une semaine. Les banques un peu. L'immobilier un peu. Mais je vois le Stoxx qui prend encore 5-6% par jour, quoi. Oui, après, il y a une dynamique tech qu'on ne peut pas quand même passer sous silence. Les earnings qui sont sortis, que ce soit en Corée, en Taïwan, sont complètement délirants. On ne va pas revenir dessus. Donc la réalité des chiffres fait qu'on ne peut pas complètement passer ça sous silence. Mais sans doute que on va avoir d'autres valeurs qui vont un peu profiter de ça si c'est pérenne. Qu'est-ce que ça ouvre comme potentiel et comme perspective? L'idée qu'on est peut-être moins dépendant que ce qu'on craignait à Dormouz, et même allons jusqu'à l'idée que le Détroit puisse rouvrir au moins pour 60 jours. Oui, et d'autant plus que l'Agence internationale de l'énergie nous dit que finalement, en 2017, l'offre va dépasser la demande. 2027, l'offre va dépasser la demande sur le pétrole. Donc on peut même s'imaginer dans un monde où le pétrole est un prix négatif à nouveau. Ah non, l'espérons pas. Parce que ça veut dire que la demande n'existe plus. Mais effectivement, le côté la baisse de la demande de la Chine est assez surprenant, et c'était
peut-être finalement de tous les facteurs, c'était peut-être le plus stabilisant du marché du pétrole. Donc on a évité les scénarios extrêmes, même sans réouverture d'Ormuz. Donc avec la réouverture, non seulement on les évite encore plus largement, mais est-ce que ça ouvre à nouveau des perspectives et des potentiels? Oui, je pense qu'on peut faire une distinction entre différents secteurs, mais globalement, on a déjà deux grandes histoires. C'est le monde de la tech qui, en fait, mine de rien, a été finalement assez décorrélé, assez indépendant du sujet d'Ormuz. Et sur le reste, en fait, on s'attend, si la croissance repart, si l'inflation est un peu moins forte qu'attendue, on repart peut-être sur des valeurs cycliques. On voit que la banque en profite, mais peut-être pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regardait les croissances des bénéfices, on était rassuré, par exemple, que la zone euro, quand on regardait le Stoxx 600 ou l'Eurostoxx, on voyait une croissance des bénéfices qui continuait malgré la crise au Moyen-Orient. Mais quand on regardait le détail, c'était porté par deux secteurs, c'est l'énergie et les banques. Ouais. Enfin, beaucoup l'énergie et un peu les banques. Ouais. Bon, finalement, cette énergie-là, on peut s'attendre à une sous-performance du secteur énergétique, mais par contre, les banques, il n'y a aucune raison pour voir. Ça n'a pas changé. Enfin, si, ça a changé quelque chose. On a des taux un peu plus élevés et on a peut-être une croissance un peu meilleure. Donc, c'est tout bénéfique. Pour le reste, il faut voir si vraiment il y a une révision des bénéfices, une dynamique de bénéfices plus positive qui s'installe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que ça pêche encore un peu. Ouais. Oui, je parle de l'Europe, pardon. Ouais. Bon, on verra ce qu'il en est. On entre dans ce monde, effectivement, qui va voir cette réouverture d'Ormuz. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Zakaria Darwish, CPR Asset Management, François Rimeux, Crédit Mutuel AM et Alain Dubrul, Clarisco. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la démocratie actionnariale. On s'était vu avec les équipes de BNP Paribas Asset Management, Michael Herskovich, que je salue à mes côtés en plateau, le responsable monde des votes et de l'engagement chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Ouais, on s'était vu en amont de la saison des AG, et donc c'était important qu'on se voit alors qu'est en train de se terminer cette saison des assemblées générales d'actionnaires annuelles. On va parler effectivement, parce que le poids de BNP PAM, en rajoutant évidemment le poids d'AXA IM, fait que vous êtes un asset manager évidemment incontournable et que vous participez, vous votez à de très nombreuses assemblées générales. Je crois que c'est plus de 5300 votes à l'occasion de cette saison. On est déjà à 5300 à date d'aujourd'hui, et donc on estime qu'on sera à peu près à 6000, wow. 6000 en tout cas à la fin de l'année. Pour donner un peu la mesure quantitative du sujet pour vous et vos équipes. Avant de rentrer un peu dans le détail des sujets qui ont marqué ces AG, il y a un premier sujet, mais que vous m'avez fait remonter, c'est toujours la question du format de ces assemblées générales, notamment depuis le Covid, qui a permis un passage évidemment au distanciel, comme on dit. Mais le débat distanciel-présentiel reste un débat, j'allais dire, central aujourd'hui dans ces exercices d'assemblée générale. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des pratiques qui sont extrêmement différentes en fait des formats d'assemblée générale. Donc pendant le Covid, pendant 2 ans, quasiment partout dans le monde, logiquement, on a eu des formats virtuels. Si on regarde la France, à partir de fin 2021, donc les saisons 2022, on est revenu au présentiel avec une dose un petit peu quand même de ce qu'on appelle les assemblées générales hybrides, à savoir du distanciel possible, de pouvoir diffuser l'assemblée générale, de pouvoir éventuellement poser des questions à distance, donc une forme d'hybridation de l'assemblée générale. Mais ça n'a pas été le cas partout. On a beaucoup de pays, beaucoup de sociétés qui, en fait, ne sont jamais revenus au présentiel et qui ont maintenu le distanciel. Et qui ont maintenu les assemblées générales virtuelles. Ouais. Et comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça ? Est-ce que c'est un sujet pour vous, d'ailleurs, aussi, Michael ? C'est un sujet, et on l'a vu. Alors, pourquoi ? Parce c'est un sujet, pour nous, les assemblées générales physiques sont importantes. Même si, en tant que institutionnel, on discute avec les sociétés avant l'Assemblée générale. En général, on ne se déplace pas. Ça arrive de nous déplacer, mais très rarement. Sur 5300,
On ne va pas pouvoir, sur 6000 assemblées générales, aller se déplacer sur 6000 assemblées générales. Mais c'est le moment qui est extrêmement important des investisseurs plutôt retail, individuels. C'est le seul moment où ils peuvent être face à la société, face au management. Des plus petits institutionnels également n'ont pas l'opportunité d'engager durant l'année avec les sociétés. Il y a plein d'à côté qui se passent en assemblée générale. Il y a l'avant, il y a l'après, il y a le dialogue, il y a l'impossibilité de filtrer des questions en présentiel aussi. Donc la parole est beaucoup plus libre, qui font que pour nous, ça reste important. Il y a une meilleure efficacité de la démocratie actionnariale quand même en présentiel, si on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, et on le voit sur les durées des assemblées générales. Parce qu'il y a eu des études... En présentiel, on fait pas ça pour 10 minutes, quoi. Exactement. Donc les moyennes mondiales, si on prend un échantillon très large des études, c'est 18 minutes. L'assemblée générale virtuelle. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment expéditif. Alors, toutes ne sont pas à 18 minutes, c'est une moyenne. Il y a une dispersion importante. Mais il y a une vraie tendance que même sur les grandes sociétés, il y a des assemblées générales virtuelles qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup moins d'échanges et de questions. Donc on voit que ce n'est pas la même démocratie actionnariale quand on est uniquement virtuel. Non, mais je voulais qu'on en parle parce qu'effectivement, 6 ans après la période pandémique, ça reste un sujet, et c'est un sujet effectivement qui a un lien avec l'exercice de la démocratie actionnariale. Au-delà de ça, quels sont les sujets qui remontent de ces âgés et qui restent des points de conversation, voire de conflit ou d'opposition, pour dire les choses plus pudiquement, Mickaël. Je crois que votre taux d'opposition sur les 5300 ou quelques 6000 votes auxquels vous aurez participé, c'est 30%, autour de 30% aujourd'hui. Quels sont les sujets qui génèrent 30% d'opposition chez vous aujourd'hui, Mickaël ? Oui, c'est ça. Sur les résolutions, on est à 30%. Donc, c'est souvent c'est pas des thématiques nouvelles, c'est assez classique. On va voir notamment les thématiques liées à la rémunération des dirigeants qui sont on est sur 45% d'opposition sur cette thématique. Ah oui. Donc ça a toujours été depuis de nombreuses années une thématique où il y a plus d'opposition sur cette thématique-là. Et la deuxième, c'est le conseil, où on est à 37%. La composition du conseil d'administration. Les élections d'administrateurs au conseil. Donc c'est les deux principaux sujets. On a beaucoup de résolutions de routine, entre guillemets, qui dans la majorité des cas sont de routine. Et on a certaines résolutions, comme ces deux catégories, où il y a plus de contestations. La majorité des résolutions sont approuvées. Bien sûr. On a des résolutions pour le sujet précédent sur les AG virtuels dans certains pays qui sont proposées, et certaines d'ailleurs ont été rejetées par l'Assemblée générale, mais en général c'est rare. Ouais. Les résolutions passent, mais avec plus ou moins de la contestation. Et en fait, pour nous, le fait de voter contre, quand on décide de voter contre, c'est pas contre pour histoire de dire non, c'est plutôt aussi un message pour essayer de faire bouger les choses, avancer. Ça marche pas toujours, mais on pense que c'est un levier intéressant en tant qu'investisseur. Qu'est-ce qui bouge pas sur la rémunération ? Qu'est-ce qui bouge pas assez encore aujourd'hui, Mickaël ? C'est très disparate. C'est dur de donner un chiffre parce que ça dépend des sociétés, mais dans les tendances, on a des problèmes d'alignement avec la performance. On peut avoir des problèmes de critères de performance qui nous semblent pas forcément pertinents par rapport à la stratégie de l'entreprise. On peut avoir des visions trop court-termistes de la rémunération, donc des fois des manques de transparence. On peut avoir beaucoup de choses. Il y a des pratiques qui s'améliorent quand même malgré ce taux, ce qui peut montrer que c'est important, mais après c'est du cas par cas. J'entends. C'est un taux 45% d'opposition sur les résolutions liées aux pratiques de rémunération. C'est un taux qui est stable chez vous ? C'est un taux qui s'accroît d'année en année ou... Alors la comparaison est difficile parce que le périmètre a énormément augmenté avec l'intégration d'AXA IM. Ça change de dimension. Et donc on est passé sur un périmètre de 2000 à 6000. Il est à peu près constant. Il y a des années d'évolution, mais il n'y a rien de notable. La politique a tendance à être stable. On n'a pas de grandes nouvelles exigences parce que c'est des sujets qui sont quand même assez matures sur ce qu'on attend. Et après, c'est plutôt les pratiques qui sont aussi très différentes selon les marchés et les entreprises. Les enjeux autour des conseils, de la composition et de l'élection des administrateurs, qu'est-ce qui retient votre attention ? Qu'est-ce qui peut justifier des oppositions ? Est-ce qu'on est sur des sujets de compétences, de diversité ? Qu'est-ce qui crée la conversation là avec les
les conseils? Il y a beaucoup de choses, là encore, comme les rémunérations, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à nous opposer. Il peut y avoir un désaccord sur la stratégie de l'entreprise aussi, parce que c'est au conseil d'apporter la stratégie, et en tout cas de contribuer à la définition de la stratégie de l'entreprise. On a des questions encore qui peuvent être liées à l'indépendance, qui peuvent arriver. Mais je dirais que les sujets qui sont nouveaux, à travers le vote du conseil d'administration, on s'attend à ce qu'on ait les bonnes personnes dans le conseil pour établir la stratégie, pour challenger le management et donc faire face aux enjeux du moment. Ouais, bien sûr. Et donc, ce qui est assez intéressant, et ça ne sera pas une surprise, mais les enjeux liés à l'intelligence artificielle, les enjeux liés à la géopolitique, on voit que ce sont des compétences qui sont extrêmement recherchées, qui sont demandées aussi. On n'attend pas à avoir que des experts dans les conseils. Il faut que ce soit des personnes qui puissent, bien sûr, comprendre les enjeux de l'entreprise. Mais on voit que c'est ce type de compétences qui est recherché. Il y a 5 ans, on parlait beaucoup de cybersécurité, on parlait de climat. On en parle encore, mais on voit plutôt ce type de profil arriver dans les conseils. Et c'est quoi la bonne pratique ou les bonnes pratiques que vous recommandez, en tout cas auxquelles vous êtes favorable dans la composition d'un conseil? Il faut des experts pour tout, ou il faut se donner les moyens d'accéder à une expertise sans forcément avoir des experts pour tout autour de la table? Enfin, c'est une nuance, mais c'est... Il faut surtout pas, à mon avis, que des experts. Parce que, comme je disais, le but, c'est s'il y a besoin d'expertise, les conseils vont faire appel à un expert qui va pouvoir intervenir au conseil, et c'est très bien. Mais après, il faut une diversité de compétences. Il faut des profils différents. Il faut certainement, pour beaucoup d'entreprises, des profils qui connaissent les enjeux d'intelligence artificielle, de transformation, les enjeux géopolitiques selon les entreprises et selon la localisation des activités. Donc, c'est une diversité. Quand on est une entreprise internationale, avoir des diversités avec des personnes qui viennent aussi d'autres horizons, qui ont eu une expérience sur des marchés où l'entreprise est très présente. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas une solution unique pour toutes les entreprises. Ce qui est certain, c'est qu'il faut des profils différents et il ne faut surtout pas un profil qui est uniquement expert et qui ne pourra pas comprendre les autres enjeux de l'entreprise ou comprendre l'enjeu de l'intelligence artificielle par rapport au business model de l'entreprise. Et vous dites, c'est intéressant, c'est une dimension de la diversité des conseils d'administration qui est importante et qu'il faut préserver ou enrichir. Ces conseils d'administration, ils ont les moyens de leurs ambitions aujourd'hui, Mickaël, pour affronter les défis, les changements, dans un monde où tout va beaucoup plus vite, où la disruption est quasiment permanente sous nos yeux. C'est difficile parce qu'en effet, c'est vrai qu'on a souvent des conseils qui sont assez stables. Alors, on a bien sûr des mutations naturelles, mais on va dire que les administrateurs vont rester en moyenne 7, 8, 9 ans. Donc souvent, les modifications, elles s'opèrent quand on a des administrateurs qui sont partis de leur gré ou ça fait un certain temps qu'ils sont là. Donc, c'est assez lent, c'est normal aussi, parce qu'il faut une forme de stabilité. Mais on voit bien que d'où l'importance de choisir les bons profils quand on a des nouveaux administrateurs et dans une logique vraiment de se projeter à 5-10 ans et quel type de profil on a besoin, pas nécessairement que maintenant, mais aussi pour la suite, sur le moyen long terme. Pour la vision, l'horizon de vision stratégique de l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu nous voir à l'issue de cette saison des AG. Il y en a encore quelques-unes, donc j'ai compris. Merci beaucoup pour votre analyse, effectivement, de cette saison. Mickaël Herskovich, le responsable vote et engagement de BNP Paribas Asset Management, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.